Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, chaque jour, vous nous suivez à 17 heures en direct, à la télévision, via vos box. Vous nous suivez en live également sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Bismart for Change. Et vous nous retrouvez bien sûr en rattrapage chaque soir, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance un peu plus nerveuse sur les marchés globaux depuis une semaine maintenant, avec le retour des tensions entre la Chine et les États-Unis, mais d'autres événements qui génèrent ces stress de marché qui sont pour l'instant isolés dans certaines poches de marché bien spécifiques. On le voit sur le monétaire et la plomberie monétaire aux États-Unis, où quelques tensions peuvent apparaître ici et là. Le crédit privé également, avec des défauts qui font beaucoup parler depuis quelques jours, voire une paire de semaines maintenant aux États-Unis dans le secteur automobile. Et puis un nouvel épisode de stress au sein du secteur des banques régionales américaines. Tout part évidemment du crédit, de la qualité de crédit après un cycle qui aura été très puissant pour le crédit notamment et le crédit privé en particulier. Dans le monde des actions, on voit un peu plus de volatilité également depuis quelques jours avec des séances un peu plus heurtées, ce qui n'empêche pas le CAC 40 de revenir au niveau des 8200 points en ce jour d'échéance mensuelle. Nous accueillerons les trois sorciers de Smart Bourse dans un instant pour débriefer ce moment clé pour les investisseurs et envisager la suite avec encore une fois un mois écoulé qui aura vu de nombreux records sur la plupart des grands indices boursiers à travers le monde. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois, après les trois sorciers, nous recevrons les équipes du Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière et même au-delà, puisque nous parlerons de l'or, des manières de s'exposer au marché de l'or et surtout tactiquement comment s'exposer à ce marché après un rallye déjà spectaculaire. Nous en parlerons avec Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, qui sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Comme chaque troisième vendredi du mois, c'est une journée d'échéance pour les marchés d'actions. Oui, plusieurs produits dérivés sont arrivés à expiration durant cette séance des trois sorcières, l'occasion de faire le bilan du mois. En Europe, le Stoxx 600 affiche une progression d'environ 1% sur un mois. Le DAX et le FTSE sont à l'équilibre sur ce mois. Et la France est en hausse. Oui, le CAC 40 s'affiche en hausse de 3,5% sur le mois. Aujourd'hui, l'indice parisien cédait 1% ce matin avant de remonter proche de ses records au-dessus de 8200 points. L'indice français a effacé ses pertes après que Donald Trump a admis que les menaces de nouveaux droits de douane à l'encontre de la Chine ne sont pas viables. Trump et Xi Jinping prévoient donc toujours de se retrouver et de se rencontrer prochainement pour discuter de différents sujets et notamment des sujets commerciaux. Qu'en est-il des indices actions aux États-Unis cet après-midi, Pauline ? Sur un mois, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones évoluent autour de l'équilibre. Aujourd'hui, les indices américains ont ouvert en léger repli avant de revenir autour de l'équilibre. La prudence domine après que deux banques régionales américaines, Zions et Western Alliance, ont révélé qu'elles avaient accordé des prêts douteux qui ne seront sûrement jamais honorés. Les titres ont plongé de 10% hier, mais rebondissent aujourd'hui. Bon, et c'est tout le secteur bancaire, effectivement, qui est affecté un peu partout aux États-Unis et en Europe. Oui, en France, les banques reculent effectivement dans le sillage de ces nouvelles annonces. Société Générale plonge de plus de 5% et BNP Paribas d'environ 4% au cours de la séance. Aux États-Unis, JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo cèdent environ 1% dans les premiers échanges à Wall Street. Toujours dans le secteur bancaire, côté résultat, cette fois, l'institution financière American Express a publié. Oui, American Express a publié ses comptes du troisième trimestre et est optimiste sur ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuel. Amex mise entre autres sur les dépenses de ses clients les plus aisés à l'approche des fêtes de fin d'année. Le titre est en hausse de plus de 5%.
Et puis encore un poids lourd au sein du CAC qui réussit particulièrement sa publication trimestrielle, c'est Essilor Luxottica. Oui, le titre bondit de plus de 10%, inscrit un nouveau record en bourse et est largement en tête du CAC 40. Essilor Luxottica a battu le consensus et c'est en partie grâce à son partenariat avec Meta sur les lunettes connectées qui ont été un succès. Les ventes sont à un niveau record de 7 milliards d'euros en progression de plus de 10% à taux de change constant. Hors CAC 40, dans les valeurs moyennes, on notera Virbac, dont le titre est en hausse de 10% aujourd'hui. Oui, le laboratoire pharmaceutique vétérinaire a relevé son objectif annuel de croissance du chiffre d'affaires, le passant d'une fourchette de 4 à 6%, de 5,5 jusqu'à 7,5%. Pour le troisième trimestre, le chiffre d'affaires est aussi meilleur qu'attendu. Un mot des marchés obligataires avec une séquence de détente des taux obligataires depuis quelques jours. Oui, le rendement américain à 10 ans évolue aujourd'hui autour de 4% après être retombé ces dernières heures autour de 3,95%. Et le rendement à 2 ans s'établit autour de 3,45%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,55%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,17. À noter, les prix du pétrole ont perdu 15% en 3 semaines. Quels seront les temps forts de la semaine prochaine à l'agenda des marchés, Pauline ? La semaine prochaine, la saison des publications va monter en puissance avec en France ceux d'une quinzaine de composantes du CAC 40, L'Oréal, Kering, Hermès, Sanofi et d'autres. Aux États-Unis, on attend entre autres les publications de Netflix, Tesla, 3M, Intel ou encore Amazon. Côté macro, le rendez-vous de la semaine, ce sera vendredi prochain avec la publication de l'inflation américaine de septembre qui avait été reportée à cause du shutdown. Tendance, mon ami, chaque soir, Pauline Gratel est avec nous en ouverture de Smart Bourse et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Chaque troisième vendredi du mois pour l'échéance des produits dérivés sur les marchés, sur les indices actions notamment. Les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués à mes côtés en plateau. Jean-Luc Hussac, le fondateur de Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et à distance avec nous, nos deux autres sorciers, Romain Daubry, consultant Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options, et Philippe Béchade, qui nous accompagne bien sûr également, le président des Éconoclastes et le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour à vous, messieurs. Romain, je commence avec vous, avec ce bilan d'une échéance, alors qui avait bien commencé. C'est vrai que tout au long du mois de septembre et jusqu'à la première semaine d'octobre, la hausse était assez implacable. Elle est un peu plus heurtée, on va le dire comme ça, depuis une semaine, semble-t-il. Oui, effectivement, il faut être accroché pour lire les marchés en ce moment, c'est assez sportif, en effet. Ce qu'on peut dire en termes d'intérêt global sur les échéances, encore, on va commencer par les indices américains, sur lesquels, en fait, il ne s'est rien passé depuis qu'on s'est vu le 19 septembre dernier. Je m'explique, on a baissé de 0,97% par rapport à la clôture d'hier soir sur le S&P, et en comparant la clôture au 19 septembre dernier, la position ouverte sur les marchés dérivés a baissé de 1,65%. Donc sur le S&P, eh bien, on peut considérer qu'il ne s'est rien passé. Bien sûr, je mets ça sous réserve de la grande volatilité qu'on connaît depuis plusieurs heures. Et on a un ratio put-call qui est à l'équilibre quasiment à 1, à 0,93. C'est-à-dire qu'on était très optimiste. Eh bien, les épisodes de volatilité récents ont réveillé un peu les opérateurs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet épisode de volatilité, ce manque de couverture se produit avec un niveau de volatilité qui est relativement haut, paradoxalement. On l'avait évoqué la dernière fois, il me semble déjà, en considérant que peut-être les opérateurs étaient conscients que le risque était asymétrique et qu'on faisait payer l'assurance plus cher, alors même que on ne se couvrait pas spécialement sur les indices. Et d'ailleurs, on reste toujours quand même très, très fort et très, très résilient. On teste des niveaux techniques, mais à chaque fois, on rebondit systématiquement, quel que soit le news flow, et on paye tous les replis. On peut rappeler que dans ce phénomène, il y a une part de retail qui compte toujours beaucoup. Si on regarde les indices européens, on avait indiqué un plafond de verre important à 5650 sur l'Eurostoxx. On est toujours bloqué en dessous, et en regardant l'état des positions ouvertes sur les options sur l'échéance du mois de novembre, c'est toujours le cas. 5650 reste un plafond de verre, donc il fait office de blocage, de résistance depuis le mois de juin dernier. C'est toujours le cas. On va voir. On rappelle que ce n'est pas un blocage définitif. Si ça passe, si le niveau est débordé, eh bien dans ces cas-là, on connaît une accélération haussière qui peut être plus importante. Sur l'échéance, on a pris 3,55% sur l'Eurostoxx pour une position ouverte qui s'est étayée de près de 10%. Donc, on a eu du soutien acheteur sur l'indice
indice Eurostoxx au cours de cette échéance. Sur l'indice CAC 40, le plafond de verre qu'on indiquait, c'était 8100 points. On voit la réaction au moment où il a été débordé. Eh bien, il y a effectivement une accélération de 100-150 points derrière qui se fait dans la foulée. Sur l'échéance, on a progressé de 4,27% environ, hier soir en tout cas, avec une position verte qui s'est un peu étoffée, plus 7,6%. On peut dire que sur l'Eurostoxx, le ratio put-call est prudent, 1,50. Et que sur l'indice CAC 40, c'est un peu plus optimiste pour l'instant, puisqu'on a accéléré récemment, mais on n'a pas d'éléments flagrants, une position verte qui reste quand même assez modérée. Donc, pour le CAC 40, prochain plafond de verre, on y est, c'est 8250 points, niveau qu'on vient de tester ou quasiment. Donc, il va falloir trouver du momentum pour aller déborder ces niveaux-là et peut-être créer un contre-pied, parce que les opérateurs n'envisagent pas le débordement de ce niveau-là. Donc, 8250 sur le CAC 40, 5650 sur l'Eurostoxx, et puis sur le S&P, c'est 6007, 6008, la dernière zone d'intérêt. Au-delà, on n'a pas manifestement envisagé d'aller au-delà tout de suite, en tout cas au cours de cette échéance du mois de novembre. Donc encore une fois, si ce niveau-là a été débordé, ça pourrait créer des accélérations. Attention à la rupture des supports qu'on vient de tester, les plus bas récents sur les indices américains. Ça peut déclencher des mouvements de taille complémentaires à la baisse. Bon, Jean-Louis, le marché, on voit quand même des situations beaucoup plus heurtées que ce qu'on pouvait observer sur les semaines passées. Ouais. Mais si on prend notre indice CAC 40, ce qui est intéressant de voir, c'est que au moment où la volatilité remonte un peu, le CAC, lui, refait quasiment des nouveaux sommets. Oui, parce qu'il il n'a pas une progression constante, régulière. Il y a des retracements parfois violents. On en a eu un courant du mois de septembre-octobre, de cette échéance, puisqu'on était retombé à 7800 et quelques. Et c'est reparti. Et en fait, ces mouvements sont vraiment amplifiés par des phénomènes de contre-pied, je pense. Et le dernier, c'était est-ce que le gouvernement français va tenir et là, ça en fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de prises de précautions, de ventes, certainement. Pas des gros volumes, hein, bien évidemment. Mais ça suffit. Ça suffit parce que comme tout le monde va dans le même sens au même moment, à un moment donné, ça baisse, il n'y a plus rien. Et puis, c'est ce qu'on voyait. Il y avait des replis sans pression. Et j'écrivais sans conviction. C'était vraiment, on fait attention. Voilà, de la prudence. Qui dit prudence, dit pas de complaisance. Des achats d'options, oui. Mais cette hausse, elle a eu lieu parce qu'il y a eu une succession de 3 bonnes nouvelles. On va dire là, LVMH, le gouvernement qui n'a pas été censuré, et Essilor aujourd'hui. Ouais. Donc 3 nouvelles très spécifiques au CAC. Hein. Oui. Parce que ma question, c'est de savoir, est-ce que le CAC est un peu déconnecté du reste des marchés là depuis quelque temps? Oui. La réponse est oui. Moi, j'attendais un rattrapage de performance. Bon, alors, il arrive toujours d'une manière qui nous étonne, mais bon, c'est comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on est passé de 7950 avec une vol à 14,15 à 8002 avec une vol sur décembre là, qui est à 18. Oui, parce que parallèlement à cela, il y a des risques très importants sur le système financier américain. Alors, potentiellement très importants. Oui. Mais les investisseurs se disent non, a priori, ça va être ça sera contenu, ça va bien se passer. Ok, bon, en tout cas, on voit que le marché américain, le SP là, il fait des écarts de 1,5% en 30 minutes. Ouais. Il est monté fort, il a rebaissé. Ce matin, il va tout en bas. Quand il y avait l'échéance du CAC, là, vers un peu avant 16h, il est remonté à 6697 le futur. Là, il est retombé à 6650. Ça secoue quand même, hein, c'est pas mal. Donc, on manque d'une visibilité claire, mais par contre, on a une parfaite visibilité sur tous les ennuis qu'on pourrait rencontrer, les risques, les ennuis, etc. Ouais. C'est vraiment une situation très particulière. En plus, il suffit que Trump dise quelque chose. Vendredi, sincèrement, c'est terrible. Tout d'un coup, vers moi, ce qui m'étonne, c'est que ça marche encore. Enfin, c'est que le marché trade encore les tweets de Trump et les menaces de Trump à ce point-là, en tout cas. Oui, mais les algos, il n'y a pas d'état d'âme. Il y a un mot qui sort, il y a une phrase, il y a quelque chose, ils vendent. Et il y a eu un phénomène, là, vraiment de liquidation de spéculateurs, je pense, parce que... Vendredi, il y a une semaine ? Ah oui, vendredi dernier, parce que vous avez eu une liquidation, on a vu l'accélération à l'approche de 22h,
c'est vraiment la séance qui se termine et le futur cote encore pendant 1 heure. Et à l'approche de 23 heures, il y a une nouvelle accélération. C'était très violent, parce que moi, j'ai dû acheter mais un tout petit truc, parce que je me suis dit, bon, ça suffit, quoi. Et à 6556, j'ai payé, on était en dessous, on a fait 45, mais on a fini à 51, je crois. Et bon, lundi matin, on ouvrait 100 points dessus, quoi. Oui. Mais c'est des moments qui enlèvent de la spéculation dans le marché ou pas forcément, là? Ben, là, ça nettoie un peu les positions fragiles, on va dire. D'accord. En même temps, c'est pénible, ce genre de situation, parce que on travaille avec la menace d'une déclaration, on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'en fait, après, dans le week-end, il dit non, mais ça va bien se passer. Ah, mais ça a duré 24 heures, comme d'habitude. Voilà. Ça dure quelques heures au mieux, quoi. Ça a été dur pour les cryptos. Alors, les cryptos, un peu différents, mais on pourrait y revenir. Ça a été dur pour beaucoup de monde, je pense. Donc, c'est vrai que c'est comme quand vous avez des... Enfin, je ne vais pas comparer les investisseurs à des cafards, mais vous avez c'est Jamie Dimon qui l'a fait déjà en parlant des cafards qui mangent là sur la table, vous tapez un grand coup, et puis ils s'en vont, puis vous arrêtez, ils reviennent. Ah d'accord, je ne savais pas. Et donc, 48 heures. Ok. Donc, bon voilà, moi ça m'a fait penser à ça aussi. Et voilà, c'est difficile pour même des traders. Moi, je suis extrêmement prudent depuis un moment. Mais quand j'arrive à gagner quelque chose, je suis content, quoi. Mais c'est dur. Mais ça reste haussier. Ouais, mais nous, c'est plus je perds, je regagne, je perds, je regagne. Au lieu de je gagne, je repère un petit peu. Et je comprends. On fait du surplace. Ouais. Moi, je fais du surplace parce qu'il y a toujours un truc, à un moment donné, qui fait qu'on se fait taper, quoi. Ouais. Philippe, vos commentaires sur cette échéance et effectivement cette dernière semaine là écoulée qui aura été plus heurtée, qui a vu quand même un retour de volatilité partant de la séance d'il y a une semaine de vendredi, de ce qui s'est passé sur les marchés actions, les marchés de taux aussi, hein, parce qu'on a vu quand même le 10 ans américain perdre 10-15 points de base effectivement assez rapidement, et puis évidemment cet enchaînement et cette diffusion à la cryptosphère qui a sans doute là aussi beaucoup marqué les esprits de certains investisseurs particuliers, Philippe. Oui. Bon, bah tiens, puisqu'on parle des cryptos et qu'on a évoqué également le parcours époustouflant dehors, au 6 octobre dernier, l'or et le bitcoin étaient à parité parfaite, 125 000 $ le kilo. 10 jours plus tard, on a un bitcoin à 105 000 et on a un kilogramme d'or qui avait franchi hier soir les 140 000 $. On a rarement vu un différentiel aussi spectaculaire entre le bitcoin et l'or depuis peut-être la période Covid. Il faudra qu'on se repenche là-dessus. Mais en tout cas, ça abîme un petit peu l'image du Bitcoin qui est l'actif refuge. Là, on a vu depuis le 10 ou le 6 ou le 10 octobre dernier, les choses bouger du côté des devises, et notamment le yen, perdre presque 4%, alors qu'on est à peu près certain de voir Madame Sanae Takaichi devenir Première ministre, et ressusciter les Abenomics, c'est-à-dire dépenses keynésiennes, planches habillées à fond la caisse, baisse d'impôts à la Trump, bref, des déficits qui se creusent, et la monnaie qui est envoyée par le fond. Mais bon, je veux dire que moi, je serais japonais. J'ai M. Trump qui dit il faut que le dollar baisse. On comprend qu'il verrait une parité de 130, 1,30 contre l'euro et peut-être 165 face au yen. Bon, le yuan, lui, il accompagne le dollar, donc le dollar perd 13%, le yuan en perd autant. Bon, c'est l'Europe, évidemment, qui est le danon de la farce. Et puis, les Japonais se sont dit, nous, il n'y a pas de raison. Eh bien, voilà, le yen, il doit baisser. Et le yen a baissé. Et c'est la contrepartie, c'est que ce n'est pas sur le Bitcoin que se sont précipités les investisseurs cette fois-ci. Alors, peut-être que l'or a bénéficié d'autre chose, évidemment, c'est le contexte géopolitique.
Donc, on a plusieurs choses, on va dire, dont on entend un petit peu presque le sifflement de la marmite, enfin de la Cocotte minute. le cocotte minute. Ça chauffe du côté du Venezuela, puisqu'on a Trump qui dit bon voilà, CIA, là, faut qu'elle accélère un petit peu ses opérations de déstabilisation du Venezuela, s'il nous prépare un coup d'État ou un débarquement façon Panama. Le souci, c'est que le Venezuela, c'est-à-dire que la Chine a quelques billes et que le Venezuela est en théorie un pays souverain. Donc, Trump a fait déplacer, je crois, 20% de toute la flotte américaine et sa force de frappe, très au-delà de ce qu'il y a eu pendant le débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Si M. Trump s'attaque au Venezuela, je ne serais pas étonné que les Chinois ripostent avec Taïwan. Vous voyez un petit peu les implications. TSMC, ça bascule du côté chinois. Mais ça, d'accord, Philippe, j'entends les risques géopolitiques, mais qui achète de l'or aujourd'hui? Alors, je comprends que des banques centrales achètent de l'or, ça, il n'y a pas de doute, et des banques centrales qui ont plutôt intérêt à pas être trop en dollars, je parle de la Russie, de l'Iran, de la Chine, et les autres gros acheteurs d'or, c'est le retail. Est-ce que le retail qui achète de l'or est en train de suivre ce qui se passe du côté du Venezuela pour savoir si Trump va envoyer du monde là-bas ou est-ce que est-ce que c'est vraiment ça qui fait bouger les cours de l'or aujourd'hui, Philippe? Ah oui, absolument. Il y a, bien sûr. Le retail suit ce qui se passe du côté du Venezuela ou envisage ce qui pourrait se passer à Taïwan et achète de l'or. Ah bah oui. Alors le fil rouge, c'est que depuis déjà 2-3 ans, vous avez des pays BRICS qui se dédollarisent. Bon, avec l'arrivée de Trump, là, on sait que voilà, c'est le dollar. Ceux qui prêtent de l'argent aux États-Unis, on va les rembourser en monnaie de singe. C'est dit, c'est complètement assumé. Non seulement vous serez remboursé en monnaie de singe, mais en plus de ça, on veut que la rémunération qu'on vous sert soit beaucoup plus basse. Elle est de 4,10 sur le 10 ans. Trump la voudrait à 2 ou de 25 d'ici 6 mois. Bon, donc on veut plus de dollars. Donc évidemment, donc ça c'est le fil rouge. Ça, c'est quelque chose qui est constant. L'affaire japonaise des Abenomics, de nouveau, ceux qui avaient du yen en se disant peut-être que le yen, c'est un truc qui va tenir. Non, il ne va pas tenir. Alors, si on ne veut plus détenir de dollars, si on ne veut plus détenir de yens, ça renforce encore les achats de dollars. Puis moi, hier soir, j'étais devant mes écrans vers minuit et j'ai vu là l'once d'or s'envoler de 40-50 dollars en quelques minutes. Quand on a eu les premières images des bombardements israéliens au Liban, et ils ont envoyé du très, très lourd. Il y en a qui se sont demandé s'ils n'avaient pas envoyé de bombes atomiques, vu le champignon de feu qui s'est élevé au-dessus du Liban. Enfin, on est dans un monde là qui est quand même extrêmement délétère. Ça, d'accord. Et la hausse de l'once d'or, elle a été vraiment parallèle avec celle du VIX aux États-Unis. Alors là, le VIX, par contre, c'était autre chose. C'était les banques régionales. Mais il y a un moment où tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer. Et j'en termine là très très rapidement. On se demandait encore hier soir si Trump allait fournir ou pas des tomahawks à Zelensky à la veille d'une rencontre avec Poutine, ce qui aurait quand même été, comme on dit, un signe qui ne facilite pas forcément les discussions. Bon, aujourd'hui, il annonce qu'il ne va pas en fournir parce qu'il ne veut pas dégarnir les stocks américains. On a tous compris le message. Il ne va pas torpiller les discussions. Puisqu'on est sur l'or et les précieux, Romain, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était peut-être la question qu'on se posait déjà il y a un mois. Est-ce que le ciel est la limite? Comment vous regardez le mouvement qui devient quand même assez parabolique sur l'once d'or? Est-ce que c'est des motivations géopolitiques ou est-ce qu'on est là à un moment de pure spéculation désormais? Il y a un mélange des deux, à mon avis. Effectivement, avec le mouvement de retracement sur l'or de près de 3% aujourd'hui, il se produit le jour d'une expiration aussi. Il faut savoir qu'il y a des produits dérivés et des options sur l'or et probablement des intérêts qui ont accentué ce mouvement-là. Ceci dit, on voit des volumes qui sont en très très nette croissance sur l'or depuis le début du mois de septembre.
donc exponentielle eux aussi, et on a explosé les cibles graphiques, puisque la congestion au sein de laquelle on était situé d'avril à août dernier donnait pour cible 3717. On a dupliqué ce range une fois encore par le haut, et on a même débordé ces cibles idéales encore une fois. Alors, tant qu'on est au-delà de 4118, on peut envisager des extensions de long terme à 4566. Pour l'instant, qu'on ait un peu de retracement et des retours dans une zone 4036, 4118 paraissent raisonnables, mais il n'y a pas de figure de retournement bien entendu à ce stade, si ce n'est un contre-pied technique dû à un excès aussi de spéculation. Encore une fois, le marché est très momentum, on le voit depuis quelques temps. Dès qu'un actif a un trend assez fort, il est démultiplié. On peut se poser des questions pour la suite des mouvements si on se mettait à être baissier. Pour l'instant, ce sont des momentum forts dans le sens haussier, mais voilà. Donc je pense qu'il y a un phénomène technique et puis évidemment un phénomène géopolitique aussi. Les deux sont combinés. Pour ce qui est de l'argent, on a atteint les cibles qu'on évoque ensemble depuis longtemps maintenant. On avait évoqué des premiers signaux haussiers il y a plusieurs années maintenant sur l'argent. Le débordement du niveau de 29 permettait de cibler une zone entre 46 et 48, et puis des extensions en direction de 55-80. On en approche. Mon idée, c'est que, compte tenu du parcours, et puis surtout du discours, ça commence à être la hype, l'argent, tout le monde en parle. Donc là, j'ai un petit problème de consensus. Tout le monde est d'accord sur l'argent. Donc entre 46 et 56, c'est large, mais je pense qu'on pourrait latéraliser un peu et prendre un peu de bénéfices sur des niveaux qui sont importants. On a atteint des cibles graphiques et on sait que c'est souvent un moment de prise de bénéfices. On a atteint aussi une cible idéale sur le palladium, qui a été atteinte hier. On voit un brutal retracement à plus de 6% du palladium contre 1696, donc des mouvements d'arbitrage qui sont extrêmement puissants. Il y a le cuivre qui n'a pas encore vraiment décollé, qui reste un petit peu lourd en termes de matières premières. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Si vous me permettez un mot quant au comportement de Donald Trump aussi, puisque vous disiez que vous étiez surpris qu'il fonctionne toujours, je vous avoue que moi aussi, je me dis que ça va être ma thèse, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en janvier dernier, il savait que les marchés étaient topiches et qu'il était difficile de recréer de l'intérêt. Il a annoncé des taxes douanières surréalistes qui ont fait baisser les marchés, puis il a donné de la souplesse ensuite, les marchés étant assez news flow comme on l'écrivait, ils ont repayé et ça a recréé une impulsion haussière qui a permis de donner de nouveau plus haut. Je crois qu'ils jouent à ce petit jeu-là, que les marchés sont de moins en moins dociles et que pour l'instant le retail alimente beaucoup ces rebonds systématiquement, que ça fait 3 fois que le retail le fait, Covid 2022 et avril dernier. On arrive à un moment où ça va être difficile et que ce jeu-là peut être très dangereux, qu'il est en train effectivement de rendre risquer les marchés américains. Donc on n'a pas de figure de retournement pour l'instant. On a un news flow qui est toujours positif, des histoires positives autour de l'intelligence artificielle. En effet, il y a toujours des éléments forts, mais attention aux excès à venir. On commence à avoir des pailles à droite, à gauche sur quelques actifs, et je pense que ce comportement-là de prendre un peu les opérateurs pour des gogos pourrait avoir des conséquences à un horizon qui s'approche maintenant, même si on n'a pas encore les signes, avec des niveaux de volatilité pareils et pas de figure de retournement à ce stade. Attention à ne pas trop jouer aux apprentis sorciers avec les marchés et les marchés d'actions aux États-Unis. Jean-Louis, vos commentaires. Alors, je ne sais pas sur l'or, les précieux, si vous voulez en rajouter, mais globalement, est-ce que le marché est quand même mûr pour l'idée d'une rotation? Est-ce que c'est ce qui peut animer le marché dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année? Alors, les thèmes forts, c'est évidemment l'IA, la tech aux États-Unis, la tech en Asie et en Chine également. En Europe, jusqu'à présent, les thèmes forts, c'était plutôt les financières et les industriels, ou le thème de l'infrastructure, par exemple. Là, je vois une Essilor, une Danone, même une Pernod, visiblement, alors que les chiffres sont pas très bons. Ça semble peut-être avoir touché des points bas. Est-ce que le marché est mûr pour considérer des valeurs plus défensives ou de qualité, par exemple? Pour finir sur l'or, il y avait aussi ce qui inquiétait les clients particuliers, les retail, c'est quand... alors je crois que c'est la BCE qui a dit qu'il fallait que les gens aient un peu d'espèces. Ils se sont posés beaucoup de questions. Non, mais cette phrase,
puisqu'elle a été reprise dans les réseaux sociaux, sur Je sais pas, YouTube. le retail s'inquiète quand la BCE dit qu'on va faire l'euro numérique et qu'il n'y aura Ouais. plus d'espèces. Et alors, quand la BCE dit qu'il faut garder de l'espèce, le retail s'inquiète aussi. Ah bah, parce que Donc, en là- fait, on reproche tout et son contraire à la non, BCE. parce que là, c'est une mise en garde bizarre, c'est tout. C'est comme ça qu'ils l'ont considéré, en Je tout crois cas. que c'est quoi garder 50 euros enfin, 70 Non, mais enfin, je veux dire, c'est un conseil Bon, puis après, il y a- de père de famille, quoi. Oui, Enfin, non, mais je c'est sais pas. bizarre. Mais non, mais c'est bizarre. Cette phrase est bizarre. C'est pas leur rôle de dire ça. C'est Ok. pas le rôle. Enfin, Ensuite, il y a la Fed qui je crois devrait que les baisser. gens attendent ça maintenant des institutions, leur bon, dire ce qu'il d'accord. faut faire. Changez vos chaussures, vous avez un chèque. D'accord. C'est comme ça qu'on vit. Hein. On y arrivera peut-être avec l'IA, mais bon. Et il y a aussi le fait que la Fed va encore baisser ses taux, a priori 2 fois d'ici la fin de l'année. Donc ça contribue aussi Ouais, à rendre l'or ok. plus intéressant. Bon, après, c'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question pourquoi ça monte aussi fort. Bon, voilà. Et qui achète. Bon, moi, ce Sur, que sur je 20, regarde. sur 20 ans, ça fait quand même mieux que le S&P 500. Ah hein. ben là, c'est Je d'une veux dire, violence quand même, incroyable. c'est sur 20 ans ou 25 ans, l'once d'or en dollars fait mieux que le S&P 500. En peu de temps. Alors ça se joue dans l'hyperbole finale là, mais quand même. Non, mais Enfin, ça, je veux dire, ça va à l'encontre d'un certain nombre de discours qu'on peut nous-mêmes porter C'est ici. pour ça hein. que c'est quand même assez remarquable. Moi, je me pose plus de questions. Je vous dis, quand je regarde un prix, je me dis qu'il est légitime et que tant qu'il me donne pas un signal d'inverse, Sûr. je vais pas aller contre. En effet, là, le marché, je suis d'accord avec Romain, le marché américain commence à envoyer des petits warnings. Le jour où on va finir en bas et que le lendemain on va reprendre à la baisse, peut-être que là il va y avoir des déclenchements de. Tant que là, à très court terme, tant qu'on tient les 5005, il peut y avoir plusieurs accélérations. La zone des 5005, mais elle est 5005 proche comme sur des quel, plus hauts. sur hein. quel indice La SP500. D'accord. Après, le véritable retournement, il se situerait plutôt 5005 ou 6005 6005. Ah oui, non, Pardon. je sais pas. À force. Oui. Non, mais Comme l'Eurostoxx. c'est l'Eurostox qui est à 5006. C'est pour ça, D'accord. l'Eurostoxx, Ok. comme il est Donc dans la zone- 6005 sur le S&P, au-dessus, ça reste plutôt bon. D'ailleurs, j'avais D'accord. des pots de 6005 à Bon. échéance Oui, oui, bon. Et donc, comme ces marchés, bon, si vous voulez, sont hyper hauts quand même, ils sont à l'abri, on va dire, d'une vulnérabilité, en tout cas psychologique. Donc, il y aurait une première alerte sous 6005, une deuxième sous 6350, un truc comme ça, et puis l'autre, la vraie, pour le retournement, pour l'instant, il a 6002, mais on va voir comment le marché, si jamais il se retourne, comment il va le faire. Est-ce que ça va être un genre de soucoupe, vous voyez, c'est-à-dire tranquillement, comme il l'a fait en décembre un petit peu, et c'est du temps là, Ouais. la période décembre-janvier, soit il va envoyer des signaux un peu plus violents. On va voir, c'est difficile de Est-ce que tout ça projeter. plaide pour l'idée d'une rotation? Encore une fois, je reviens à ces valeurs de qualité, défensives, qui ne sont pas les thèmes forts du moment, mais qui LVMH. On se dit que finalement, peut-être que le pire est passé. Toutes ces boîtes-là, elles ont divisé par deux. Alors, il faut se mettre à la place des gérants. Ils se grattaient la tête pour trouver des bonnes idées. C'est compliqué. Il ne faut pas se tromper. Hein, on l'a vu avec Michelin. Alors, si on y va par défaut sur ces valeurs, je suis d'accord que c'est peut-être pas un bon cas d'investissement. Alors, moi, par exemple, quand j'ai proposé de jouer la surperformance de l'Europe par rapport au marché américain, je ne l'ai pas fait pensant que l'Europe va exploser. Je le fais en pensant qu'il faut être prudent et que s'il y a un problème, les marchés US vont dévisser beaucoup plus que le marché européen. comprends. En relatif, il y a plus à perdre aux US qu'en Europe. Là. Voilà. Et je parie aussi sur le fait que quand même l'Europe, et là, bon, ça a fonctionné avec la France, puisque je prenais le CAC comme exemple, et là, ça a fonctionné avec, bon, voilà, des bonnes nouvelles, une série de bonnes nouvelles. Tant mieux, mais ça tient à pas grand-chose, puisque Essilor pèse 5, alors du coup, elle était à 4,80, elle pèse 5,50. Ouais, ça devient une grosse pondération Ah oui, du CAC mais- quand même. Hein. LVMH, LVMH, c'est à plus de 8%, c'est ça, de 8,2. pondération 8,2. Il y a Schneider. elle est ensuite. redevenue première, Ouais, Capi. Ensuite, c'est Schneider, 7,8. ouais. Ensuite, c'est Airbus 6,6, Safran 5,9, Total 5,85 et Essilor, qui arrive. 5,5. Quoi. Ouais. Donc, c'est une grosse pondée, c'est sûr. Donc, LVMH, puis Essilor, le gouvernement qui tient, etc. Bon, ça crée des contre-pieds. Maintenant, le retournement sur le plan purement technique, il était à 7005. Alors, on va peut-être pouvoir le remonter. On va voir. Mais là, on vient d'accélérer violemment. On a pris 300 points en quelque temps. On est à l'abri pour l'instant. Alors, Ouais. les rotations, qu'est-ce qu'on voit Des valeurs qu'en effet, comme Pernod... Les banques prennent un petit coup là aujourd'hui. avec l'histoire Bah oui, des- oui.
Est-ce que ça peut marquer le coup d'arrêt d'une tendance? Est-ce que ça peut au moins tactiquement, voilà, c'est ça. Oui, parce mais on que le voit sur une séance aujourd'hui, mais est-ce que c'est un mouvement qui peut prendre un peu plus d'ampleur, qui peut je pense que les investisseurs vont soulever de nouvelles idées, quoi. Les investisseurs vont tout de même prendre quelques précautions pendant quelques jours, quelques semaines peut-être, pour voir s'il n'y a pas un choc derrière, un choc systémique. Des cafards qui sortent, quoi. Non, là, ça ne serait plus les cafards, ça serait vraiment quelque chose qui commence à se dégrader sur le système bancaire. Bon, a priori, non, mais... Tout le monde a les yeux dessus. Voilà, tout le monde va surveiller de près. Tout le monde a en tête SVB, mars 2023, et je ne parle même pas de Crédit Suisse. Là, dès qu'il y a une petite alerte pour un prêt à 50 millions, tout le monde est dessus, quoi. Bon, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que ça suffit Le premier là, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que derrière, il n'y aurait pas autre chose? Après, les Pernod Ricard, elles se sont fait massacrer, Rémy Cointreau aussi. Bon, il y a quand même aussi, à un moment donné, un rendement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des valeurs, entre guillemets, ça devient incompressible. Donc, pourquoi pas y aller un petit peu, en vendant peut-être des valeurs qui ont beaucoup monté, mais souvent, ces valeurs qui ont beaucoup progressé, comme Safran, comme Essilor, il y a de bonnes raisons qui les portent aussi vers le haut, et les perspectives sont bonnes, à toutes choses égales par ailleurs. Même sur le plan géopolitique, ça reste comme ça, ça pourrait continuer de progresser. Romain, sur l'idée d'une rotation, est-ce qu'on voit des valeurs ou des secteurs qui ont pu être délaissés ces derniers temps, reprendre un peu de hauteur et être des candidats peut-être à un regain d'intérêt de la part des investisseurs? Et puis justement, dans la recherche aussi d'alternatives, je veux bien qu'on dise un mot de la Chine. Alors on en parle souvent de la Chine et de la tech chinoise notamment, qui aura été une des stars de cette année 2025, mais voilà, comme souvent, les prix amènent à faire varier les sentiments. Et quand on avait le sentiment que la Chine n'était plus investissable au cours des dernières années, c'est vrai que le discours change assez vite quand on a vu des envolées sur la tech chinoise de 30, 50% et plus. Un petit problème. Oui, effectivement. Effectivement, je pense que vous m'entendez à nouveau. Déjà un peu de prise de bénéfice sur la tech chinoise, mais on revient sur des points d'entrée, à mon sens, sur des gros paniers de valeurs. C'est plutôt un trend haussier qui s'est mis en place. Il y a un potentiel encore assez intéressant. Reste encore une fois l'aspect politique, donc peut-être faire attention à des news flow politique qui pourrait faire donner des contre-pieds, on en a connu par le passé. Donc ça reste un arbitrage, mais à mon sens qu'il faut un peu sous-pondérer. Mais il y a encore du potentiel. En termes de secteur, on n'a pas beaucoup de grands secteurs qui donnent des signaux forts. Je me méfie un peu du secteur bancaire, je trouve que la configuration n'est pas excellente. Je me méfie du secteur du luxe, manifestement, j'ai eu tort pour l'instant, qui est réactif des dynamiques, en tout cas individuellement. LVMH, oui, Kering, on en avait parlé il y a longtemps ensemble, ça s'est mis en place. On a encore du potentiel, mais on patine sur des niveaux clés. Je suis moins emballé par Hermès encore aujourd'hui, même si elle réagit, dont le potentiel est peut-être un peu plus limité. Si on regarde en termes de secteur, il y a le secteur des utilities qui se reprend, qui repart à la hausse. Il n'y a pas un potentiel gigantesque, mais une dizaine à une quinzaine de pourcents, pourquoi pas. On voit Engie qui a une très bonne réaction haussière, un parcours qui est plutôt assez solide dans ce marché. En termes de secteur aussi, on a le secteur des matières premières d'une façon générale qui me paraît être un arbitrage intéressant. Il y a de la volatilité autour, mais un panier de valeurs sur les matières premières surperforme pour l'instant, même si on vient d'atteindre des cibles à court terme. Donc un peu de prudence à avoir de ce côté-là. Et puis un secteur qui a très nettement surperformé, qui est beaucoup plus discret récemment, c'est le secteur des énergies renouvelables. On a un titre comme NextEra Energy qui revient sur des plus hauts historiques et qui est en train de les déborder après une pause qui date de 2021. Donc on est vraiment en train de s'attaquer à des niveaux clés sur le titre, et c'est le secteur dans son ensemble qui repaye. Là, il y a une forme d'harmonie, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de tech, on parle beaucoup de ces choses-là. C'est vrai. Et bien ça se fait très discrètement, mais je vois que vous avez à l'écran la configuration graphique de NextEra Energy, et il y a quelque chose qui se met en place et qui était, à mon sens, intéressant. Ça peut déclencher du potentiel haussier, comme vous le voyez, avec des cibles assez significatives à la hausse, et donc peut-être des histoires intéressantes de ce côté-là aussi. On a eu pas mal de choses aussi sur des biotech. Ça, c'est plus à prendre individuellement, mais il y a des choses qui se mettent en place, et là où le taux d'échec était colossal, il y a quelques succès maintenant qui sortent. C'est quand même un métier de spécialiste. Donc oui, et puis je parle pas des minières évidemment qui ont explosé ces dernières années, ces derniers mois plutôt, Pan American Silver entre
entre autres. Mais sur Pan American Silver, par exemple, moi j'avais une cible graphique à 57,65, on l'a atteinte et on a un repli de 7% aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être un petit peu consommé, en tout cas à court terme. Donc voilà, en termes d'arbitrage, Chine toujours, Tech US, il n'y a pas de retournement de tendance pour l'instant, tant que il y a la musique, on continue à danser, mais prudence quand même un peu. La saison des publications va être compliquée, la configuration d'NVIDIA n'est pas top, il y a beaucoup de volatilité. On va voir un peu les ratios put-call au moment des publications, c'est toujours un élément assez significatif. Et puis on a quelques signes de frémissement, à mon avis, de risque aussi, en tout cas des gros paris baissiers sur le high yield, le haut rendement américain. Il y a quand même des opérateurs qui ont pris sur novembre et décembre des paris très baissiers. Ça, c'est la lecture de la position ouverte sur les options qui nous permet de le lire. Toujours intéressant, vous savez que c'est important pour moi, les options, et ça permet de traiter un sous-jacent, mais ça permet aussi de détecter les intérêts. Et là, vous voyez des grosses lignes de position baissières ouvertes, des protections ouvertes sur des strikes 78, 77, 76 sur novembre et décembre prochains. Donc des opérateurs qui, on ne sait pas le détail de la stratégie, mais a priori prennent des paris baissiers. Donc est-ce que c'est de la couverture ou est-ce que c'est de la spéculation? Ça ne le dit pas. Mais en revanche, des ouvertures de position de cette ampleur-là, avec 98 000 à 200 000 lots ouverts à la baisse sur du haut rendement, bien c'est signe que ça pourrait craquer un peu, et qu'il y a de la réserve sur un secteur qui a très très bien performé, qui a rebondi de plus de 11% depuis ses points bas au mois d'avril. Sur le secteur, c'est énorme. Le crédit est toujours à suivre de près parce que c'est intéressant, parce que ce sont des signes parfois avancés effectivement de fragilité qu'on peut avoir dans les marchés. On l'a vu avec les accidents dans les marchés privés autour des prêts privés à deux firmes américaines, First Brands ou encore Tricolor Holdings. Et puis cette propagation évidemment de stress à quelques banques régionales américaines aujourd'hui. Tout ça incite effectivement à suivre ce qui se passe sur le plan du crédit. Philippe, je reviens avec vous sur l'idée d'une potentielle rotation, ou en tout cas, est-ce que le marché peut changer un peu de thème, voire d'obsession là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année? Voilà, il va falloir effectivement d'autres market movers. Hier soir, on en a eu un. Bon, c'est déjà pratiquement digéré. Puis bon, si on se rappelle du scénario de mars 2023, la Fed était intervenue, avait sorti les extincteurs et on s'en était sorti. Mais ce que je pense qu'il faut peut-être garder en tête, c'est que derrière les pertes que commencent à subir des banques régionales, alors on dit parce qu'elles ont été trop laxistes, pas assez vigilantes sur les prêts, c'est que il y a des super performeurs qui font des milliards, des dizaines de milliards de profits, le top 10 du S&P 500. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui perdent de l'argent. Et des entreprises qui sont, on va dire, toujours un petit peu limite au niveau trésorerie. Je pense que là, les droits de douane ne vont pas forcément leur faire du bien. On parlait, et Robin a raison de soulever le sujet, que d'un seul coup, le high yield, des gens commencent à s'en méfier. Mais comment on explique que le spread entre le high yield et les meilleures signatures, le triple A, on était même pas à 200 points de base de prime, c'est extrêmement faible. Voilà. Hier, il y a eu un autre phénomène intéressant, c'est que des gens commencent à acheter également de la couverture sur les emprunts d'État américains. Ou en tout cas, on se dit que s'il y a un pépin, ça peut-être arriver sur l'interbancaire, ce qui a déjà été le cas d'ailleurs en septembre 2019, on s'en souvient peu, mais sûr. En septembre 2019, si, la Fed injectait tous les soirs ou tous les matins des quantités. On s'en rappelle, tant et si bien que c'est même Jérôme Powell qui nous l'a rappelé, lui, en préannonçant cette semaine la fin du QT et de la réduction du bilan de la réserve fédérale américaine. Tout le monde a bien en tête, effectivement, le revirement spectaculaire de la Fed en cette fin d'année 2019. Voilà, et elle avait par contre créé une sorte de QI un petit peu à la sournoise, mais qui faisait que l'argent était bien là dans le marché tous les matins. Et là, on se dit qu'il y a peut-être des choses peut-être désagréables qui peuvent surgir. Donc, je pense quand même que le risque géopolitique reste quand même
assez important. Les assurances prises, y compris sur des T-bonds américains, ça prouve qu'il n'y a quand même pas une telle sérénité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même le retail qui fait grimper les indices avec cette conviction, cette foi inébranlable qu'il faut acheter tous les creux, quelles que soient les circonstances, que Trump est l'ami des marchés et qu'à la limite, quand il les fait baisser, c'est peut-être juste pour mieux les faire remonter. Et ça dit à des proches de rentrer. Bon, Jean-Louis, pour conclure, il nous reste 1 minute là sur la stratégie à mener dans cette ambiance de marché qu'on vient de décrire et qui est moins facile et moins claire. Alors oui, on manque de conviction directionnelle. Oh là, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais faire un petit clin d'œil à Romain. Si on a envie de vendre des calls et vendre des puts parce que la vol est élevée, j'aurais tendance à dire vendez des call spreads ou vendez des put spreads, c'est-à-dire couvrez-vous, parce qu'on ne peut pas se permettre dans la période actuelle, avec toutes les menaces, que ce soit géopolitique, système financier, etc., américain. Alors, a priori, la Fed a les moyens aussi d'apporter les liquidités. Hein. Pour l'instant, de toute façon, les sommes mentionnées sont vraiment ridicules par rapport au système bancaire financier américain. Ils ont plutôt envie de prendre les devants. C'est-à-dire arrêter la réduction du bilan avant que ça saute dans les tuyaux de la plomberie monétaire, dans les banques régionales, continuer de baisser les taux pour s'assurer que toute la partie de l'économie qui n'est pas l'IA continue de tenir, etc. Enfin voilà, on les sent quand même vigilants. Tout le monde est vigilant. Tout le monde est vigilant. Et moi, j'ai envie de dire aussi que même du côté des investisseurs, il y a toujours... même si on va chercher des valeurs en retard, Pernod, c'est quand même pas une petite valeur non plus, Rémy Cointreau non plus. Ok, ils ont fait face à plein de soucis, plein de problèmes, même avec les taxes. Tout on n'a pas parlé des small caps, mais c'est plutôt les larges et les grandes valeurs vers lesquelles on a envie de se tourner. Les small caps, il y a eu un peu d'intérêt, certes, mais ciblé, mais toujours ciblé. Il y a eu les biotech. Là, par exemple, il y en a une qui a explosé, je ne sais plus laquelle, Nanobiotics, qui a explosé. Donc ça montre que le moral est quand même toujours positif. Mais globalement, les marchés ne sont pas trop vulnérables à toute chose égale par ailleurs, du fait qu'ils sont prêts à tout et que s'il n'y a pas de visibilité sur la direction, il y a une bonne visibilité sur tous les risques. Merci beaucoup, messieurs, les 3 sorciers de Smart Bourse avec nous chaque 3e vendredi du mois. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry, consultant Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options, et Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le 3e vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière, de pédagogie d'investissement. Clémence Tanguy est avec nous ce mois-ci, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous pour évoquer ce thème chaud du moment. L'or, avec cette question, comment investir dans l'or dans le contexte actuel? Alors déjà, on va se demander vers quels actifs se tourner. Alors, il y en a 3 qui viennent à l'esprit assez rapidement. D'abord, le premier, évidemment, c'est l'or physique. Donc, les lingots, les pièces. Alors, ça rassure, c'est tangible. Donc, c'est parfait pour les investisseurs prudents. Mais attention pour les investisseurs prudents qui ont quand même un horizon long terme parce que c'est quand même pas très liquide. On ne vend pas un lingot en 2 clics. Et puis, il y a quand même les problèmes liés à la logistique, au stockage, à l'assurance, qui vont engendrer des frais, évidemment. Et donc, ça, c'est à prendre en compte, évidemment, parce qu'évidemment, chaque frais se répercute sur le rendement d'un placement. Ça coûte au moins un coffre, quoi. Voilà, ça coûte au moins un coffre. Exactement, pour dire les choses. Donc, première solution. Deuxième, on a l'or papier. L'or papier, évidemment, c'est une solution que beaucoup d'investisseurs apprécient. Alors, il y a plusieurs formes. On va avoir les ETC sur l'or. On va avoir aussi les certificats adossés à l'or. Et puis, on va aussi avoir des ETF ou des OPCVM, je dirais activement là, qui vont être à la fois sur l'or et puis sur d'autres métaux précieux. Donc, ça peut être l'argent, le cuivre, ce qui est plutôt une bonne idée en ce moment. De diversifier un peu les métaux. De diversifier les métaux parce qu'on est sur des plus hauts. Et puis, l'argent, ça rapporte aussi en ce moment. Donc, ça peut apporter une diversification bienvenue, effectivement. Alors, ce sont des produits qui, eux, effectivement, sont très liquides.
qui peuvent se détenir dans beaucoup d'enveloppes d'investissement. Alors, on a le compte titre, évidemment, auquel tout le monde pense, mais les meilleurs PER, les meilleures assurances-vie vont aussi vous permettre d'investir sur des produits adossés à l'or, avec effectivement aussi les avantages fiscaux que ça implique, etc. Donc, ça peut être une solution. À quoi il faut faire attention avec ces produits ? Oui, quand même, faut quand même vérifier que la quantité d'or physique à laquelle ils sont adossés correspond bien, parce qu'en cas de faillite de l'émetteur, il faudrait quand même que vous puissiez retrouver votre investissement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc la solidité de l'émetteur, ça compte quand on investit sur un ETF or. Voilà. Bon, et puis il y a aussi ceux qui produisent de l'or. C'est ça. Ceux qui produisent de l'or. Il y a les actions de sociétés aurifères et ça, il faut en parler parce que en ce moment, ça rapporte. Alors évidemment, leurs cours sont assez corrélés aux fluctuations de l'or, mais pas seulement. Et ça performe très bien en ce moment. Par exemple, on a l'action Newmont Corporation, qui est le géant américain de l'extraction minière, fondé en 1916, qui a fait plus de 130% depuis le 1er janvier 2025. Donc, effectivement, c'est ce type d'actifs qu'il faut regarder. C'est 2 fois mieux que le cours de l'or métal. Voilà. Ça. Et donc, on a fait un top 3 sur Café de la Bourse des meilleures actions aurifères à détenir. On peut aller voir. Voilà, exactement, pour se positionner sur l'or. Donc, vous pouvez aller voir. Alors, ça a quand même de nombreux atouts. D'abord, ça peut amplifier, effectivement, comme on vient de le voir, le cours de l'or métal. C'est pas dans le passé, je me souviens de mouvements de hausse de l'or métal où les minières, et c'était le constat que tout le monde dressait, ça ne payait pas. Mais là, en l'occurrence, il y a un vrai effet de levier. Là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des frais à prendre en compte, les frais d'extraction de l'or qui ont tendance à devenir de plus en plus élevés parce qu'il y a aussi des contraintes environnementales de plus en plus fortes. Qu'il peut aussi y avoir une inflation qui pèse sur ces sociétés parce que dans certains pays dans lesquels on extrait de l'or, l'inflation peut être encore très élevée. Donc, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte. Et puis, mais bon, il y a quand même aussi un avantage, c'est que l'or métal, c'est la relique barbare de Keynes, c'est un actif improductif. Les actions de sociétés minières, non seulement le cours grimpe, mais elles peuvent aussi éventuellement vous servir des dividendes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est aussi à mettre dans la balance. Bon, alors c'est quand même à réserver aux investisseurs un peu plus avertis et puis qui ont aussi le temps un peu de surveiller leur placement. Parce que voilà, la volatilité va être beaucoup plus importante. Donc c'est à la fois bénéfique et à la fois ça peut se retourner contre vous, surtout si vous êtes plutôt novice ou que vous avez autre chose à faire que surveiller les cours de bourse. Non, c'est un secteur. Alors, il y a les minières aurifères, il y a les minières argentifères aussi, puisqu'on parle de l'or, mais c'est vrai qu'on aurait pu caler la chronique sur l'argent, ça aurait été la même chose, j'imagine. Exactement. Et mais il y a aussi des sociétés qui n'extraient pas seulement de l'or, mais qui vont différents types de métaux. Et donc là aussi, vous avez il y a des mastodontes dans le secteur, mais là, c'est très spécifique. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas 150 dans le monde, des boîtes spécialisées, en tout cas pures dans l'extraction et la production de ces métaux, précieux. Une fois qu'on a choisi l'actif, le sous-jacent sur lequel se positionner, comment on fait aujourd'hui quand un actif comme l'or a pris déjà 60% avec un espèce de phénomène un peu parabolique ou hyperbolique là, depuis quelques semaines, qui rappelle quand même toute la spéculation, pour dire les choses. Clément. Comment on procède là ? Alors, comment on procède ? Alors, il faut faire attention. Effectivement, quand on est sur les plus hauts, c'est toujours difficile. Alors, il faut... si on se dit, l'or monte, ça va pas du tout, j'ai raté le coche, j'en ai pas, je suis complètement en train de passer à côté, c'est pas une bonne idée, ça s'appelle le FOMO, et dans ces cas-là, vaut mieux pas y aller. Si à froid, vous vous dites qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de facteurs qui expliquent cette montée de l'or. Alors, il y a les tensions géopolitiques, il y a la baisse des taux directeurs, il y a les dettes publiques abyssales difficilement soutenables, il y a la dédollarisation des pays émergents, il y a la raréfaction de la ressource, il y a énormément quand même de leviers qui expliquent cette hausse de l'or. Si vous vous dites que ces leviers vont perdurer dans les mois ou les années à venir et que c'est une bonne chose de rentrer même maintenant, effectivement, là, vous pouvez y aller. Beaucoup de gérants certains gérants m'ont expliqué que l'or avait historiquement un rôle de couverture, d'anxiolytique dans les portefeuilles, mais avec tout ce que vous décrivez, pour certains investisseurs, ça devient un vrai thème d'investissement. C'est plus forcément perçu comme une valeur refuge, mais comme un thème d'investissement, effectivement. Alors, malgré ça, ça reste quand même un actif spéculatif. C'est quand même, on est sur des plus hauts.
Il vaut mieux quand même avoir une taille de position très raisonnable et 5%, ça me semble quand même le maximum qu'on puisse allouer alors dans son portefeuille. Et si on est très averse au risque, ça sera même moins. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour rentrer? Alors, effectivement, ce qui semble le plus simple, c'est quand même d'investir en DCA, donc Dollar Cost Averaging, c'est l'investissement échelonné. Rentrer pour lisser le prix d'entrée au fur et à mesure des petites sommes dans la durée. Ouais. Voilà. Bon. L'autre manière de faire, mais là, ça nécessite d'être concentré et actif sur son portefeuille, c'est trader l'or, c'est ça, ça reste possible. Clémence? Ça reste possible. Même s'il n'y a pas beaucoup de retracements. Hein. Alors aujourd'hui un peu, mais oui, aujourd'hui un peu. Voilà, Alors, il faut mais trouver bon, des points d'entrée. Quoi. Voilà, on est quand même à 4250 à peu près. Ça a un tout petit peu baissé, mais les points d'entrée sont quand même très difficiles à trouver. Sur l'analyse graphique, on a quand même très peu de repères. C'est très compliqué. Et c'est là aussi où, effectivement, les traders actifs vont peut-être plutôt se tourner non pas sur l'or métal, mais sur les actions de sociétés aurifères. Parce que comme elles sont plus volatiles, il peut y avoir plus de points d'entrée et les zones de support vont pouvoir servir à rentrer. Mais attention quand même, parce qu'on reste sur des très hauts et il va falloir quand même mettre en place des stop-loss. Il faut suivre son plan de trading. Il faut bien garder une taille de position correcte et avoir un money management strict, voilà, comme d'habitude. Quand même, enfin, moi, je ne pensais pas qu'on assisterait un jour à un rallye aussi spectaculaire sur l'or. Depuis 20 ans, l'or fait mieux. Alors, ça se joue depuis quelques semaines ou une paire de mois, parce que l'or, phénomène d'accélération quand même. Hein. Sur bien la sûr, semaine, en 2024, il a bien monté. En septembre, ça prend 10%. Depuis Jackson Hole, fin août, ça prend plus de 20%. Mais c'est ça. Et là, en Donc septembre, cette dernière jambe de hausse, oui, mais sur 20 ans, avec cette dernière jambe de hausse, le gold fait mieux que le S&P 500. Oui, donc c'est... Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, ça reste un actif improductif qui a souvent été considéré comme un actif de spéculation. Alors, que des actions sur 20 ans. Voilà, est-ce qu'on est sur un moment très particulier et il faut bien doser. Merci beaucoup Clémence. Merci pour tous ces conseils et cet éclairage sur l'or, le marché de l'or et la manière et les méthodes pour investir dans l'or après un rallye déjà spectaculaire qui sera bien sûr le marqueur, un des marqueurs en tout cas de cette année 2025. Clémence Tanguy était avec nous en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse.